J'en pense qu'on pourrait certainement faire la même dans d'autres clubs. J'apprécie beaucoup le travail de Romain, qui est un, j'allais dire un inquisiteur, c'est pas le mot qui convient, un chercheur, un enquêteur du foot. Alors après, quand il fait des sauces et des sauces et des sauces sur les agressions sexuelles au Gabon, bon, voilà, tu sens qu'il a chopé un peu un filon. Sur le PSG, je veux dire que on le sait tout ça, parce qu'on le voit, on voit que c'est un club merveilleusement bien organisé sur le plan commercial et marketing, mais qu'au niveau du club, il y a des soucis de construction de l'effectif, parce que c'est trop bling-bling. C'est trop bling-bling. Il y a des joueurs qui pourraient, voire qui devraient être au PSG, et qui ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas assez bling-bling. L'exemple type, je le prenais mardi soir après Lens-Lille, avec Seko Fofana. Seko Fofana, en ce moment, il dévore tous les milieux du PSG, à lui tout seul. Donc voilà, quoi. Mais est-ce que le PSG, maintenant on voit qu'ils sont sur Paqueta. Quel besoin t'as de prendre Paqueta alors que t'as déjà Neymar, Messi, Di Maria? Tu peux pas jouer qu'avec des attaquants. C'est un peu le problème du bling-bling, c'est que tu veux que de la paillette, et qu'à un moment donné, il va falloir que le PSG recrute des joueurs plus sombres, plus défensifs, et que ça, c'est peut-être aussi, et là je rejoins peut-être les propos de Romain, c'est peut-être aussi un problème de fonctionnement du club. C'est la lecture de l'instant. Tu as battu Rennes à la dernière minute. Tu as battu Rennes, tu méritais de le battre, mais c'est quand même à la dernière minute. Tu n'avais pas gagné aucun de tes 6 derniers matchs de l'année 2021. Tu t'es qualifié contre Lille au pénalty, quand même miraculeusement, parce que tu étais mené 2-0 à la mi-temps, et qu'à 2-1, tu te prends un poteau. La base me paraît un petit peu fragile pour extrapoler et penser que c'est reparti sur des bases. Je pense quand même que Lens contre Rennes avait retenu la leçon du match contre Lille, où ils étaient totalement déséquilibrés en première mi-temps et qui se sont fait ouvrir. Et que là, il y avait quand même une base un petit peu plus prudente de la part des Lensois, qui leur a finalement réussi puisqu'ils ont fini par gagner ce match. Mais oui, en valeur absolue, Lens fait partie des candidats au podium, au même titre que Nice, que Marseille, qui pour moi sont les deux équipes qui ont un petit peu d'avance sur les autres, que Monaco, que Rennes. Voilà. Je ne sais pas si je le pense, mais je l'espère. Je l'espère parce que tout le monde connaît mon attachement au club, et encore plus à son président. C'est le seul club dont je revendique d'être quand même un petit peu supporter. Mais quel changement entre le Strasbourg de Loret et le Strasbourg de Stéphane, avec des joueurs qui étaient très en difficulté l'année dernière. Cassis, Sissoko, Percy, j'étais même pas en difficulté, ils jouaient jamais. Et ces joueurs-là, ils sont titulaires, et ils sont bons, et voilà. Et après, ce qui me fonctionne très bien à Strasbourg, c'est la cellule de recrutement, parce qu'ils se trompent quand même rarement. Et puis ce qui est incroyable compte tenu du budget très limité du club, c'est de pouvoir avoir une ligne d'attaque aussi importante. Quand vous pensez que Waris est le 6e attaquant du club, ça donne quand même une idée de la chose. À Jorque, très franchement, il n'y a pas un club plus huppé que Strasbourg qui va un jour avoir l'idée de dire tiens, je poserais bien 15 millions sur Ajorque. Il y a des choses que je comprends pas. Je comprends pas comment les clubs français travaillent. Même truc à Strasbourg l'année dernière, il y avait un joueur, il s'appelle Mohamed Simakan. Il a signé pour 14 millions à Leipzig. Meilleur défenseur de la première partie de la Bundesliga. Il n'y a pas un
club français qui est capable de poser 14 millions sur Simakan, à commencer par le PSG, à commencer par Lyon, à commencer par Marseille. En plus, il vient de Marseille. C'est terrible, parce que je veux dire, il n'a pas été à Leipzig pour la vue. Hein. Donc, c'est ça, quoi. Ou alors, il y a des clubs qui pensent que Strasbourg, c'est en Allemagne et ils ne regardent pas. Mais il y a beaucoup de joueurs, et tant mieux pour le Racing, qui devraient être au-dessus au niveau de ces clubs. Je pense à Johork, à Diallo, à Sissoko, à Sels, à Djikou, à Niamsi. Niamsi, ils l'ont pris en dernière minute. Il n'y a pas un club pour se positionner sur Niamsi. C'est incroyable. La vraie question, c'est l'OM doit-il ou l'OM peut-il se renforcer? Là, ils viennent quand même de poser 12 millions pour lever l'option de Paul Lopez. C'est des sous, hein, et je crois savoir que des sous, Marseille n'en a pas tant que ça. Je pense qu'un des enjeux quand même pour moi de Marseille, c'est d'intégrer Milik à cette équipe, parce que Milik, c'est un avant-centre, quoi. Milik, c'est un mec qui tourne autour de la surface et qui est là pour mettre des buts. Normalement, c'est le genre de joueur que tu dois arriver à intégrer à n'importe quelle tactique. Mais visiblement pas avec Sampaoli. Après, à la décharge de Milik, tu as De La Fuente et Under qui ont des qualités mais qui te mettent jamais un centre. Donc voilà, l'effectif. Je ne sais pas si l'effectif est décousu, c'est la tactique de Sampaoli qui est décousue, mais bon, pour l'instant, ça marche. Je pense qu'il doit plutôt rentrer dans l'idée de Paulo Longoria, d'aller jusqu'à la fin de la saison comme ça, et d'espérer qu'il y aura une place en Ligue des Champions qui ferait rentrer des sous et qui équilibrerait le compte. Là, j'ai lu que Franck McCourt a demandé à Longoria de vendre pour 30 millions là, mais tu veux vendre qui 30 millions là? Qui va poser 30 millions sur Camara alors qu'il est libre dans 4 mois? Donc voilà, il y a les envies, les ambitions, le sportisme, et il y a le financier. Et à Marseille, le financier, on sait qu'il faut faire attention. Je pense que même si visiblement Amazon marche très bien, et ils le méritent parce qu'ils font vraiment du super boulot, faut pas oublier que ça rapporte que 250 millions par an à la Ligue et que c'est très en deçà des espérances et surtout des besoins du football français. Que va-t-il se passer dans 2 ans lorsque les droits vont être mis en... Je vois mal Canal revenir à la charge avec beaucoup d'argent. Je vois mal encore un nouvel investisseur venir de nulle part et poser des sous. Et en plus, je pense que le foot français a payé pour apprendre avec Mediapro. Et donc, voilà, quoi. Je vois pas pourquoi, en étant seul, Amazon, pour faire plaisir, mettrait le double. Donc c'est ça le problème, c'est que je pense que à l'avenir, les droits de télé en France, surtout que il est évident que dans 2 ans, Canal ne mettra pas 330 millions pour 2 matchs, les droits télé vont, à mon avis, baisser, même si c'est un petit peu injuste, parce que le championnat, il est vraiment sympa, à part cette dernière journée, stade quasiment vide, la CAN, les joueurs au Covid, donc voilà. Donc il faut bien trouver des ressources quelque part. Moi maintenant, les fonds d'investissement, je vois toujours ça de façon un peu sceptique. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même des gens compétents, enfin j'espère, qui travaillent sur le dossier et qu'on verra... on verra ce que ça va donner. Et c'est vrai que dans cette optique à 2 ans, il faudrait aussi que le football français ait solutionné ses problèmes de violence, tout ce qui peut ternir l'image du foot français. On a des bons matchs, on a des bons joueurs, on a des buts. Il faudrait que tout soit pas gâché par un environnement néfaste.
Alors, comment je vais suivre? Je vais la suivre un petit peu comme l'Euro, c'est-à-dire que je ne vais pas me taper tous les matchs, hein, parce que j'avoue qu'il y a des affiches qui m'emballent qu'à moitié. Hein, mais bon, par exemple, au moment où vous lirez ou entendrez ce face à Pierrot, je serai en train de regarder Maroc-Ghana, qui est un match qui pour le coup est très excitant, et je ferai de chez moi à la fin des matchs des petites vidéos où je donnerai mon avis, comme j'ai pu le faire sur le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quand même des mecs qui ont trouvé le moyen de dire que j'étais quasiment raciste parce que je faisais des stéréotypes sur le football africain, athlétique et pas technique. Et les mecs, vous avez vu le match ou pas? C'est juste la question que j'ai envie de poser. Vous avez vu le match? Vous avez trouvé ça technique, vous? Bah, moi pas. J'ai trouvé ça hyper athlétique, mais pas technique. Et voilà, donc après je veux bien comprendre que ce match d'ouverture et la pression que peut avoir l'équipe du Cameroun est incroyable. Voilà. La seule inquiétude que j'ai sur cette compétition, c'est les pelouses, parce que là, a priori, sur ce qu'on m'a dit, c'est la meilleure pelouse du tournoi. J'ai peur de voir les autres. Il y a quand même beaucoup d'argent dans cette compétition. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des jardiniers. Voilà. Mais je suis plutôt excité à l'idée de voir certaines équipes, hein, pas toutes, hein, mais voilà, le Ghana de mes amis Ayou, le Sénégal, et évidemment, 1, 2, 3, viva l'Algérie.